Le récit de Richard Matheson, Escamotage, illustre d'effroyable manière la fragilité de l'individu. Situé dans un espace et un temps donné, l'être humain n'existe que par sa relation au monde et par la perception que les autres ont de lui. Sans ce double support, l'individu n'est rien. C'est le sentiment qu'éprouve Bob, le héros de l'histoire, victime résignée qui s'abandonne avec une satisfaction masochiste à ses fantasmes de castration, d'impuissance, d'autodestruction. Écrivain raté, méprisé par Mary l'épouse dévoreuse pour son échec social, il souffre la difficulté d'être. Son impuissance à créer le frappe d'impuissance à exister. Ainsi, Matheson donne-t-il une saisissante illustration à cette idée d'Edgar Poe: l'homme ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. L'appel de Bob au néant, s'il y a quelqu'un pour m'entendre, supprime, n'est que trop bien entendu. Ce qui fait la qualité et l'extraordinaire puissance de ce récit fantastique, c'est son unité structurale. L'incertitude du personnage qui a perdu pied et s'enlise peu à peu dans l'inexistence se marque dans le flottement des temps. Le manuscrit est rédigé d'un samedi matin à un lundi soir. Mais y a-t-il une continuité temporelle entre ces jours? Cette décade prodigieuse, cette durée pure, n'a aucune date. Elle flotte, elle aussi, comme absente du calendrier. Et l'incertitude s'empare de l'écriture elle-même. Le manuscrit a l'aspect décousu, inachevé et débraillé d'un journal intime qu'on ne destine pas à la publication. Cet ouvrage dérisoire, ces mots hâtifs, ces notes d'un homme aux abois, est seul à porter témoignage de la vie de Bob. C'est le seul vestige de 7 années d'efforts romanesques. Il y a là une admirable métaphore de l'échec. Page reproduite d'après un cahier manuscrit trouvé voici 2 semaines dans un drugstore de Brooklyn. Samedi, début de la matinée. Je ne devrais pas parler de ces choses par écrit. Si Mary mettait la main dessus. Et puis, ce serait le point final, voilà tout. 5 ans semés au vent. Mais j'en ai besoin. J'ai trop l'habitude d'écrire. Impossible sans cela de connaître la paix. Quel a été le début? Une dispute, bien sûr, tant et tant de disputes depuis notre mariage. Il n'est pas question de confiance en ton talent, il est question de factures et de savoir si oui ou non nous avons de quoi les payer. Et des factures pour payer quoi? Le nécessaire, non, rien que le superflu. Le superflu. Et nous voilà repartis. Pourquoi avoir quitté l'appartement ce soir-là? La dispute, oui. Mais il y avait eu toutes les autres. L'orgueil, c'est tout. 7 ans. 7. Consacrés à écrire pour gagner en tout $316. Et mes soirées passées à ce sinistre travail de dactylographie à mi-temps. Mary obligée d'y travailler aussi. Dieu sait qu'elle a parfaitement le droit de douter de moi, parfaitement le droit de vouloir que j'accepte cet emploi offert par Jim. Tout est ma faute. Admettre mon échec, faire le geste qu'il fallait, tout était résolu. Et j'ai fait celui qu'il ne fallait pas. De quoi être malade. Mike et moi en viré comme 2 idiots. La rencontre de Jane et Sally. Et puis, la nuit dernière, tous les 2, avec elle, dans leur studio. Peur de dire le mot. Imbécile. Adultère. Pourquoi tout est-il si embrouillé? J'aime Mary. Je l'aime. Et tout en l'aimant, j'ai fait cette chose. Et ce qui est pis, j'ai eu plaisir à la faire. Jane est tendre, compréhensive, passionnée. Elle est le symbole des bonheurs perdus. C'était merveilleux. Inutile de mentir. Comment le mal peut-il être merveilleux? La cruauté, source de joie, tout est perversité, confusion, désordre et colère. Samedi après-midi. Dieu merci, elle m'a pardonné. Jamais je ne reverrai Jane. Tout va s'arranger.
Je suis allé m'asseoir sur le lit ce matin, elle dormait encore. Elle s'est éveillée et m'a considéré avec de grands yeux. Puis elle a regardé l'heure. Elle avait pleuré. « Où étais-tu » a-t-elle demandé de cette voix fragile de petite fille qu'elle prend quand elle a peur. « Avec Mike. Nous avons bu et parlé toute la nuit. » Elle m'a regardé pendant une seconde encore, puis lentement elle a pris ma main et l'a pressée contre sa joue. Je ne lui dirai jamais la vérité. Elle compte trop pour moi. Je ne peux pas la perdre. Samedi soir, nous avons été commander un nouveau lit cet après-midi. Mon chéri, nous ne pouvons pas nous l'offrir. Ne t'inquiète pas, on était si mal dans le vieux. Je veux que ma petite fille fasse de beaux rêves. Elle m'a embrassé la joue, heureuse. Dimanche soir. Retour des ennuis. Encore une dispute. Je ne sais même plus à propos de quoi. Elle boude. J'écume. Je suis incapable d'écrire quand je suis en colère, elle le sait. Envie de téléphoner à Jane. Elle, au moins, s'intéresse à ce que je fais. Envie de tout laisser tomber, de me saouler, de me jeter à l'eau, n'importe quoi. Lundi matin. Nom de Dieu, nom de Dieu. Garder le manuscrit plus de 2 mois, ça ne leur suffit pas, oh non. Il fallait encore qu'ils l'inondent de café et qu'ils me le renvoient en le refusant avec une circulaire. Pouvoir les tuer. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Mary a vu la circulaire. Alors? Et maintenant? Le mépris dans sa voix. Maintenant, j'essayais de ne pas exploser. Tu te crois toujours capable d'être écrivain? J'ai explosé. Bien sûr, ils ont raison, ils sont infaillibles, hein. Je ne vaux rien, puisqu'ils l'ont décrété. Et voilà 7 ans que ça dure, sans résultat. Et ça continuera encore autant, 100 ans s'il le faut. Tu refuses de prendre le travail que te propose Jim. Exactement. Tu devais le faire en cas d'échec du livre. J'ai un travail, et toi aussi, et c'est comme ça et ça le restera. Possible. Mais moi, je ne resterai pas. Qu'elle me quitte. Et après? Lassitude de tout. Facture, écriture, échec. Échec. Et la petite vie ancienne qui s'écoule goutte à goutte, édifiant la muraille de ses complexités, comme un fou maniant un jeu de cubes. Toi, maître du monde, régulateur de l'univers, s'il y a quelqu'un pour m'entendre, supprime, simplifie le monde. Je ne crois en rien, mais j'abandonnerai. N'importe quoi sur terre. Si seulement... Quelle importance. Tout m'est égal. Je téléphonerai à Jane aujourd'hui. Lundi après-midi. Je suis sorti pour appeler Jane. Mary va voir sa sœur ce soir. Elle n'a pas parlé de m'y emmener et ce n'est pas moi qui mettrai la chose sur le tapis. J'ai déjà appelé Jane hier soir chez elle au Stanley Club et la standardiste m'a répondu qu'elle était sortie. Je pensais la joindre aujourd'hui à son bureau. Je suis allé téléphoner au drugstore. Se fier à sa mémoire pour retenir les numéros, c'est la meilleure façon de les oublier. J'ai pourtant appelé celui-ci assez souvent. Impossible de m'en souvenir. Elle travaille au bureau d'un magazine. Design Handbook. Ou Designer's Handbook, ou quelque chose comme ça. Curieux. Oubliez ça aussi. J'aurais dû y faire très attention. J'ai pris l'annuaire. Je savais que le numéro du magazine de Jane était en haut de la colonne de droite, sur une page à droite. Je l'avais regardé une 12aine de fois. Aujourd'hui, il n'y était pas.
J'ai trouvé le mot design, avec diverses raisons sociales, mais c'était à gauche, en bas de la colonne de gauche, juste l'opposé. Et je ne retrouvais pas le nom. D'habitude, dès que je le voyais, je savais que c'était celui-ci, et aussitôt je reconnaissais le numéro. Aujourd'hui, non. Lundi soir, j'ai appelé le Stanley Club pendant que Mary était descendue chercher 2 gobelets de café. J'ai dit à la standardiste, comme chaque fois, « Je voudrais parler à Miss Lane, s'il vous plaît. » Ne quittez pas. Silence. Le temps de m'impatienter, puis un déclic. Quel nom? Miss Lane. Je l'ai appelée je ne sais combien de fois. Je vais revoir la liste. Nouveau silence et... Il n'y a personne de ce nom ici, monsieur. Mais je vous dis que je l'ai appelée. Êtes-vous sûr que c'est le bon numéro? Mais oui. C'est bien le Stanley Club. En effet. Eh bien, c'est là que je téléphone. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, aucune Miss Lane n'habite ici. Mais j'ai téléphoné hier soir, vous m'avez répondu qu'elle était sortie. Je suis désolée, je me rappelle pas. Enfin, c'est impossible. Écoutez, je veux bien regarder encore une fois, mais je vous assure que c'est inutile. Et personne de ce nom n'a déménagé ces jours derniers? Pas une chambre vacante depuis 1 an. Vous savez, à New York, avec la crise du logement, Je sais. J'ai raccroché. Il fallait bien qu'elle soit quelque part. Je ne l'avais pas rêvé. Pas plus que Mike n'avait rêvé Sally. Sally. Elle aussi habitait là. J'ai prétexté une migraine et des cachets à aller acheter. Il y en avait à la maison, j'ai dit que je ne supportais pas cette marque. Les plus futiles mensonges. J'ai couru au drugstore. La même standardiste m'a répondu. Est-ce que Miss Sally Norton est ici? Ne quittez pas. Je me suis senti l'estomac noué. D'abord, elle connaissait les noms des locataires par cœur. Jane et Sally habitaient le club depuis 2 ans. Et alors? Désolé, monsieur, il n'y a personne de ce nom ici. J'ai poussé un gémissement. Je commence à avoir peur. Mardi soir. J'ai rappelé Mike ce soir. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose au sujet de Sally. Qui? Sally. Quelle Sally? Tu le sais bien, faucheton. C'est un gag. On le dirait, oui. Si on parlait sérieusement. Reprenons au début. Qui diable est Sally? Tu ne connais pas Sally Norton? Non, qui est-ce? Tu n'as jamais eu rendez-vous avec elle, Jane Lane et moi? Jane Lane? De qui parles-tu? Tu ne connais pas non plus Jane Lane? Non, je ne te trouve pas drôle, je te suggère même d'arrêter. Entre hommes mariés, c'est... Écoute, où étais-tu samedi soir, il y a 3 semaines? Il a gardé le silence un moment. Ce n'était pas la soirée que nous avons passée en célibataire pendant que Mary et Glad étaient à une présentation de mode? En célibataire? Sans personne d'autre? Qui donc? Pas de fille? Sally, Jane. Ça y est, recommence. Écoute, mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air de tourner rond. Je me suis effondré contre la cloison de la cabine téléphonique. Non, ça va. Bien vrai? Tu as l'air dans un état effrayant. J'ai raccroché. Je suis dans un état effrayant. Comme un affamé dans un monde où il n'y a pas une miette pour le nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Mercredi après-midi. Un seul moyen de savoir si Jane et Sally avaient réellement disparu. J'ai rencontré Jane par l'intermédiaire d'un de mes amis de collège. Tous deux étaient de Chicago. C'est lui qui m'a donné son adresse à New York, le Stanley Club. Il ignorait que j'étais marié. Je rendis visite à Jane, je sortis avec elle, et Mike avec son amie Sally. C'est ainsi que se sont passées les choses. Je sais qu'elles se sont produites. Aujourd'hui, j'ai donc écrit à mon ami Dave. Puis j'ai pris mon répertoire. Le nom de Dave ne s'y trouvait pas. Est-ce que je deviens vraiment fou? Je sais parfaitement bien que cette adresse était là. Je me rappelle encore le soir où je l'ai inscrite pour ne pas perdre contact avec lui après notre sortie du collège.
Je me rappelle même la tache d'encre faite par ma plume qui avait glissé. La page est blanche. Je me souviens de lui, de son nom, de son aspect, de sa manière de parler, des choses que nous avons faites ensemble, des classes que nous avons suivies. J'avais même gardé une lettre de lui qu'il m'avait envoyée au collège, une année, pendant les vacances de Pâques. La lettre était dans mon tiroir aux vieux souvenirs. Elle n'y est plus. Et je possédais 3 photos de Dave, prises lors de la remise de notre diplôme de fin d'études. Il y en avait 2 dans mon album de photos. Elles y sont toujours. Mais il ne figure plus dessus. En sortant de la gare, à la fin de l'après-midi, j'ai eu le sentiment atroce d'être quelque chose de temporaire. Si je m'asseyais quelque part, c'était comme si je reposais sur le vide. Je suppose que j'avais les nerfs à bout, parce que j'ai heurté un passant exprès pour voir s'il s'apercevait de ma présence, de mon contact. Il a braillé et m'a traité de tous les noms. Je l'aurais embrassé. Jeudi soir, j'ai rappelé Mike pour savoir s'il se rappelait Dave au collège. La sonnerie a été interrompue par un déclic. J'ai entendu la voix d'une téléphoniste. « Quel numéro demandez-vous, monsieur ?» Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai donné le numéro. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas d'abonné. L'appareil m'est tombé des mains. Mary est venue voir ce qui se passait. La voix de la téléphoniste répétait « Allô? Allô? Allô ?» J'ai replacé en hâte le récepteur sur son support. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. J'ai fait tomber le téléphone. » Je me suis assis à mon bureau. Je tremblais comme une feuille. J'ai peur de parler à Mary de Mike et de Gladys. J'ai peur qu'elle me réponde qu'elle n'a jamais entendu prononcer leur nom. Vendredi. J'ai vérifié les choses en ce qui concernait le magazine Design Handbook. Les renseignements m'ont appris qu'aucune publication portant ce nom n'était répertoriée. Je suis quand même allé voir. J'ai reconnu l'immeuble. J'ai regardé la liste des bureaux dans le vestibule. Je savais que je n'y trouverais pas le magazine, mais cela m'a causé malgré tout un choc. J'ai pris l'ascenseur, hébété, l'estomac serré. J'avais l'impression d'être emmené à la dérive, loin de tout ce qui existe. Je suis descendu au 3e. Je me suis retrouvé à l'endroit exact où j'étais venu chercher Jane une fois. C'était une compagnie de textile. Il n'y a jamais eu de magazine installé ici? Ah, pas que je me souvienne. Mais je ne suis là que depuis 3 ans. Je suis rentré. J'ai déclaré à Mary que je me sentais malade, que je n'irais pas travailler ce soir. Elle m'a dit qu'elle non plus. Je suis allé dans notre chambre pour être seul. Je suis resté à l'endroit où nous devons placer le nouveau lit, à sa livraison la semaine prochaine. Mary m'a suivi. Elle est restée sur le seuil. Bob, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de savoir? Sa voix était nerveuse. Il n'y a rien? Je t'en prie, ne dis pas non. Je ne suis pas aveugle. J'ai eu envie de courir vers elle, mais je me suis détourné. J'ai une lettre à écrire. À qui? Je me suis emporté. Cela me regarde. Et puis, je lui ai dit que c'était à Jim. Elle m'a regardé dans les yeux. J'aimerais te croire. Que signifie? Elle m'a tourné le dos. Alors, tu feras mes amitiés à Jim? Sa voix s'est brisée. J'ai frissonné à l'entendre. J'ai fait la lettre. J'ai décidé que Jim pouvait m'aider. La situation est trop désespérée pour garder le secret. Je lui ai dit que Mike avait disparu.
Je lui ai demandé s'il se souvenait de Mike. Curieux, ma main tremblait à peine. Peut-être est-ce ainsi quand on n'appartient presque plus à la terre. Samedi. Mary est partie tôt pour un travail de dactylo urgent. Après mon petit déjeuner, je suis allé chercher de l'argent à la banque pour payer le nouveau lit. J'ai rempli un chèque de $100. Je l'ai tendu avec mon carnet de dépôt au caissier. Il a ouvert le carnet et m'a regardé en fronçant les sourcils. Vous vous croyez drôle? Comment cela? Ce carnet est vierge, monsieur. Je lui ai arraché des doigts, le cœur battant. Il n'avait jamais été utilisé. J'ai gémi. Oh, mon Dieu! Voulez-vous que nous vérifions le numéro de ce carnet? Mais il n'y avait pas même de numéro. Je le voyais. Les larmes me vinrent aux yeux. Non. Non. Je suis sorti tandis qu'il me rappelait. Une seconde, monsieur. J'ai couru jusqu'à la maison. J'ai attendu dans l'entrée le retour de Mary. Je continue d'attendre en ce moment. Je regarde le carnet de dépôt. À la ligne où nous avions signé nos 2 noms, aux cases où étaient inscrites nos dépôts, partout, rien que du vide. Tout s'en va. Jane, Sally, Mike. Les noms s'envolent et les gens avec. Et maintenant ce carnet. Quoi d'autre ensuite? Plus tard. Je sais quoi. Mary n'est pas rentrée. J'ai appelé le bureau. Sam a répondu. J'ai demandé si Mary était là. Il m'a dit que je devais faire erreur, qu'aucune Mary ne travaillait chez lui. J'ai donné mon nom. Je lui ai demandé si moi, j'y travaillais. Assez blagué. Je compte sur vous lundi soir. J'ai appelé mon cousin, ma sœur, mon oncle. Pas de réponse. Pas même de sonnerie. Aucun des numéros ne fonctionnait. Donc, aucun d'eux n'est plus là. Dimanche. Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé la journée assis à la fenêtre à observer la rue. Je guettais le moindre visage connu, mais il n'y avait rien que des étrangers. Je n'ose pas quitter la maison. Elle est tout ce qui me reste, avec nos meubles et nos vêtements. Je veux dire, mes vêtements. Son placard à elle est vide. Je l'ai ouvert ce matin à mon réveil et il n'y avait pas un mouchoir. C'est comme un tour de prestidigitation, un escamotage, comme... J'ai simplement ri. Je dois être... J'ai appelé le magasin de meubles. Il est ouvert le dimanche après-midi. On m'a dit qu'il n'y avait aucune commande de lit à notre nom. Je pouvais venir vérifier si je voulais. Je suis revenu à la fenêtre. J'ai pensé à appeler ma tante de Détroit, mais je suis incapable de me rappeler le numéro. Et il n'est plus dans le répertoire. Le répertoire entier est vide. Il ne reste plus que mon nom en lettres d'or sur la couverture. Mon nom. Rien que mon nom. Que dire? Que faire? Facile. Rien à faire. J'ai feuilleté l'album de photos. Presque toutes les photos ont changé. Elles ne représentent plus personne. Mary n'y est plus, ni nos parents, ni nos amis. De quoi rire. Sur la photo de mariage, je suis assis, tout seul, à une immense table couverte de mets. Mon bras gauche est étendu et courbé pour enlacer une mariée fantôme. Et tout autour de la table, il y a des verres qui flottent dans le vide, qui me portent un toast. Lundi matin.
On m'a retourné la lettre que j'avais envoyée à Jim, avec sur l'enveloppe la mention « Inconnu ». J'ai essayé de joindre le facteur, mais je n'ai pas pu. Il est passé avant mon réveil. Je suis allé chez l'épicier. Il me connaissait, mais quand je lui ai demandé s'il avait vu ma femme, il a ri en disant qu'il savait bien que je mourrais célibataire. Il ne me reste qu'une seule idée. C'est un risque à prendre. Il faut que je quitte la maison et que j'aille en ville à l'association des anciens combattants. Je veux savoir si je figure dans les archives. Si oui, il restera quelques renseignements sur mes études, mon mariage, mes relations. J'emporte ce cahier avec moi. Je ne veux pas le perdre. Si je le perdais, il ne me resterait plus une chose au monde pour me rappeler que je ne suis pas fou. Lundi soir, je suis assis au drugstore du coin. La maison n'est plus là. En revenant de l'association, je n'ai plus trouvé qu'un terrain vague. J'ai demandé aux enfants qui y jouaient s'ils me connaissaient. Ils ont dit non. J'ai demandé ce qui était arrivé à la maison. Ils ont répondu qu'ils jouaient dans ce terrain vague depuis toujours. L'association n'avait aucune archive à mon sujet. Pas une ligne. Ce qui signifie que je n'existe plus désormais en tant qu'individu. Tout ce que je possède, c'est ce que je suis, mon corps, et les vêtements qui le recouvrent. Toutes mes pièces d'identité ont disparu de mon portefeuille. Ma montre a disparu aussi, sans que je m'en aperçoive, de mon poignet. Elle portait au dos une inscription, je me la rappelle. À mon chéri, avec tout mon amour, Mary. Je suis en train de boire une tasse de café. Page reproduite d'après un cahier manuscrit trouvé voici 2 semaines dans un drugstore de Brooklyn. Sur la même table était posée une tasse de café à demi vide. D'après les dires du propriétaire, cette table était inoccupée depuis plus de 3 heures au moment où il remarqua le cahier pour la première fois. C'était Histoire fantastique, choisi par Hélène Offray et Arlette Dave. Aujourd'hui, Escamotage de Richard Matheson, avec Robert Rimbaud, Roger Brett, Vera Feder. Prise de son Myron Mearson. Montage Philippe Leduc. Assistant John Andréau. Réalisation Arlette Dave.